Merci pour votre invitation à parler aujourd'hui de droit des données de la recherche. J'ai donc à votre demande préparé quelque chose qui puisse permettre de partager un certain nombre d'informations auprès des différentes communautés que vous représentez respectivement. J'ai cru comprendre que plusieurs d'entre vous, plusieurs communautés, environnement, écologie, étaient aussi représentées. Mais au-delà, bien sûr, je préfère d'emblée prévenir que cette intervention sera nécessairement frustrante pour un certain nombre d'entre vous, parce que, en effet, je suis obligée de rester, compte tenu du temps, et c'est bien normal, qui m'est imparti, de rester dans un certain degré de généralité. Ce qui explique d'ailleurs, mais j'en reparlerai, que nous avons créé un diplôme d'établissement d'université pour former les personnes sur ces sujets assez complexes. C'est une formation d'ailleurs qui n'est pas que juridique, bien sûr, hein, loin s'en faut. C'est une formation qui traite de la question des données de la recherche de manière beaucoup plus générale, et y compris sur le plan technique et y compris sur le plan de la gestion. Donc voilà, je préfère que les choses soient claires d'emblée. Évidemment, je pourrais répondre à certaines de vos questions, mais je préfère dire que je ne pourrais pas forcément résoudre chaque cas particulier qui pourrait être présenté à l'occasion de cet après-midi. Alors, ce que je vous propose dans un premier temps, sur le plan de la méthode, je vais d'abord présenter un petit peu ce qui est à l'origine de ce qu'on appelle le droit des données de la recherche, parce que avant que je ne monte et pilote et coordonne un projet de recherche avec beaucoup de collègues en interdisciplinarité, eh bien, le droit des données de la recherche n'existait pas en tant que tel à proprement parler. Donc, il est important de comprendre en fait pourquoi est-ce que ça n'existait pas et d'où ça provient, et dire également d'où moi je parle. Ce qui est très important, parce que quand on dit qu'un juriste intervient, un juriste, en fait, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une personne qui travaille dans un service juridique et pour une entreprise, pour une administration, quelle qu'elle soit, mais ça peut être aussi un enseignant-chercheur et ou un avocat ou un magistrat, etc. Donc en fait, juriste est un mot un peu générique, mais qui ne reflète pas la réalité nécessairement du travail de chaque juriste dans le contexte dans lequel il évolue. Pour ce qui me concerne, en tant qu'enseignante-chercheuse, eh bien, je travaille dans un contexte d'enseignement et de recherche, et donc mon propos n'est pas celui du juriste praticien, même si je suis très attachée évidemment à étudier toutes les situations, ou un maximum en tout cas de situations pratiques qui peuvent se présenter dans le domaine que j'étudie, c'est-à-dire le droit en particulier, et entre autres le droit des données de la recherche. Alors en fait, pour dire les choses rapidement et pour ne pas passer trop de temps néanmoins sur ce sujet, je vais expliquer que tout d'abord que eh bien, le droit des données de la recherche, ça provient de ce programme de recherche que j'ai monté il y a maintenant 6-7 ans, on va dire, et qui m'a amené à travailler, comme je le disais, en interdisciplinarité avec un certain nombre de collègues et à travers un financement pluridisciplinaire qui apparaît ici sur la diapo, que ce programme de recherche a donné lieu à un certain nombre de journées d'études très remplies, très riches, très fréquentées également à l'époque déjà, qui étaient les journées d'études autour du cycle de vie des données, sur la notion de données scientifiques, sur la question de la méthode de l'intégrité scientifique et du big data, sur la question du stockage et de l'archivage, bien sûr, sur la question du partage et de la diffusion, sur la question des corpus de données et de l'octorialité, et puis enfin sur la question de l'exploitation économique des données de la recherche, tout ça ayant donné lieu à des captations qui aujourd'hui peuvent être visionnées sur le site de Common Data. Et puis, nous avons également souhaité, à travers une enquête pluridisciplinaire à l'époque, c'est-à-dire 2018, puisque cette enquête s'est déroulée au mois de juin 2018, nous avons souhaité étudier un petit peu quelles étaient les pratiques des chercheurs à ce moment-là, c'est-à-dire à une époque où le plan national pour la science ouverte venait d'être affirmé et affiché, mais c'était vraiment tout au début de cela. Donc ça veut dire que les questions de science ouverte n'étaient pas encore des questions tout à fait traitées et prises en charge par les laboratoires de recherche en général, que ce soit les chercheurs, mais aussi tous les autres
personnel de support à la recherche, évidemment. Donc, en fait, c'est une enquête qui est intéressante, c'est une enquête exploratoire hein, qui s'est intéressée aux pratiques des chercheurs du bassin méditerranéen régional, on va dire, et qui, en fait, avait pour but de comprendre un peu comment les données étaient prises en charge, sans du tout qu'il soit question de sciences ouvertes, sans qu'il soit question d'open data, sans qu'il soit question d'opinion sur la science ouverte ou sur l'ouverture des données de la recherche. Il s'agissait simplement de comprendre sur le plan technique quelles étaient les pratiques des chercheurs. Donc une enquête qui a donné lieu ensuite à une publication dont je vous donnerai les références. Et puis, nous avons mené également voilà, des entretiens avec les services de valorisation des établissements et organismes de recherche qui sont retranscrits par écrit sur le site Common Data, ainsi qu'un séminaire de restitution de l'enquête. Voilà, donc ça, c'est la référence de la publication sur l'enquête exploratoire. Donc, vous pouvez, c'est en libre accès sur Open Edition, donc vous pouvez y avoir accès si cela vous intéresse. C'est assez intéressant. Je ne vais pas m'étendre sur les conclusions de cette enquête aujourd'hui parce que ça n'est pas le but, mais il y a des choses intéressantes à en dire, me semble-t-il, ou en tout cas des choses intéressantes à en dire au moment où cette enquête a été menée, c'est-à-dire en 2018. Ce programme a donné lieu également à une autre publication, alors là plus volumineuse, on va dire, qui est cet ouvrage dont je suis l'auteur, qui est un ouvrage juridique. Donc, ce n'est pas un ouvrage interdisciplinaire, pour le coup, c'est un ouvrage purement juridique, avec néanmoins tout un tas de considérations qui sont des considérations extra-juridiques, notamment sur tout l'environnement, l'écosystème de la recherche scientifique que je connais un petit peu maintenant, et grâce notamment au travail mené dans le cadre du programme Common Data, bien sûr. Également, nous avons songé à établir aussi des guides, des logigrammes, mais finalement, dans le cadre du programme Common Data, nous avons abandonné cette idée d'abord parce qu'il y avait déjà eu des initiatives dans ce sens qui étaient des très belles performances de la part notamment de certains organismes comme INRAE, mais pas que, avec ce guide sur l'ouverture des données de recherche, et puis des logigrammes, celui que j'ai pris en exemple est celui de la DIPSO, donc INRAE. Je sais que parmi les personnes de l'assistance, il me semble avoir aperçu des personnes d'INRAE, je crois avoir compris. On n'a pas finalement poursuivi dans cette voie-là dans le cadre de ce programme de recherche. Nous avons souhaité plutôt nous axer ensuite sur l'élaboration, sur la création justement d'un diplôme d'établissement qui s'appelle Scientific Data Management ou gestion de la recherche en français et qui permet sur une très longue durée, c'est-à-dire sur 2 ans maximum, ça peut être fait sur 1 an, mais comme il y a beaucoup d'heures d'enseignement, ça peut être bien aussi de suivre les enseignements sur 2 ans. Et donc, nous avons souhaité plutôt nous ancrer dans une dynamique, dans une démarche pédagogique et donc dans une démarche de formation et d'enseignement avec un grand nombre d'heures, vous le verrez, comme je le disais tout à l'heure, un enseignement qui est là pour le coup pluridisciplinaire, bien sûr, et qui fait intervenir des gens tout à fait, voire même très compétents sur les questions de données de la recherche et de sciences ouvertes d'une manière générale. Je vous invite évidemment à aller consulter le site internet pour prendre connaissance de ce programme sur lequel je ne vais pas m'étendre aujourd'hui. Ça n'est pas le propos non plus, mais simplement vous indiquer qu'il existe et qu'il permet à tout un tas de personnes de se former. Nous avons en moyenne, il existe maintenant depuis 3 ans, donc nous avons en moyenne à peu près une trentaine d'inscrits par an en formation continue ou en formation initiale, bien sûr, sachant que nous avons souhaité que pour les doctorants, en particulier les doctorants du collège doctoral de l'Université de Montpellier, eh bien, l'inscription soit gratuite afin d'encourager les étudiants, les doctorants à suivre cette formation puisqu'ils représentent l'avenir évidemment de la recherche et qu'il semble nécessaire qu'ils soient très rapidement acculturés aux questions de droit ou de gestion des données de la recherche. Alors, si vous allez consulter le site, juste une petite prévention, et je voudrais bien m'en excuser par avance, mais vous verrez que les dates de cours ne correspondent pas. C'est tout simplement parce que je n'ai pas eu le temps moi-même de les actualiser. Mais si vous avez besoin d'avoir le programme avec les dates précises du programme de cette année, 23-24, n'hésitez pas à me les demander par mail. Bien sûr, je répondrai avec grand plaisir.
voilà, c'était le premier diplôme, et je ne sais pas s'il y en a d'autres qui se sont créés sur le territoire européen, mais c'est vrai que c'est un diplôme qui a été le premier, en tout cas, à émerger sur ces questions-là, ce qui nous avait valu d'être relayé par la presse spécialisée en particulier. Et puis, ce programme de recherche Common Data, aujourd'hui, il se prolonge aussi sur un autre axe encore, avec cette mission que j'assure pour, en effet, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, parce que nous sommes partis de certains constats qui consistaient à observer que, il y avait tout un tas de discours différents quant à l'analyse juridique qui peut être menée sur les questions de droit des données de la recherche et d'application du droit en matière de données de la recherche, et qu'il pouvait s'avérer nécessaire de construire quelque chose d'un peu commun une, sous la forme d'une plateforme, je le redirai. On s'est aperçu également qu'il y avait souvent une absence d'interlocuteurs pour les communautés scientifiques pour justement répondre aux questions relatives à la gestion des données de la recherche, qui est un constat qui semble logique, hein, puisque c'est encore une communauté, on va dire, des administrateurs de données qui ne s'est pas encore structurée, mais qui est en cours de structuration grâce à l'action du ministère, justement à travers les ateliers de la donnée en particulier. Donc c'est quelque chose qui est en cours de structuration sur le plan national et je pense également sur le plan européen. Et donc les interlocuteurs vont certainement se multiplier dans les années qui viennent. Et puis nous avons fait le constat également, et ça moi je l'avais fait la, dès l'ouverture du programme de recherche Common Data, le constat d'une absence de dialogue entre la science ouverte et les services de valorisation ou la politique de valorisation en France, valorisation de la recherche bien sûr. Et donc, il s'est avéré nécessaire là d'ouvrir un dialogue, justement, ce que je fais depuis quelques mois avec le réseau Curie, qui est le réseau qui a structuré tous les valorisateurs des différents organismes et institutions de recherche en France et au-delà aussi au plan européen, qui sont une communauté aujourd'hui de juristes, généralement juristes, mais pas que, très structurés justement du fait des nombreuses années au cours desquelles ils ont pu justement construire entre eux les bonnes pratiques, les échanges en matière de valorisation de la recherche. Et il nous semblerait bien que ce type de structuration puisse voir le jour du côté des personnes, des administrateurs de données en matière de sciences ouvertes. Les objectifs de cette mission, c'est justement de stabiliser, d'homogénéiser l'information juridique, d'assurer une veille juridique à travers une plateforme, comme je le disais à l'instant, une plateforme qui devrait voir le jour à la fin de l'année 2024, que nous sommes en train de construire grâce à l'aide d'une personne qui est en post-doctorat dans mon laboratoire de recherche, qui s'appelle Laura Tomasso, et qui est en train avec moi de concevoir cette plateforme, et évidemment pour le compte du ministère. Et puis, nous sommes en train, comme je le disais, d'articuler les missions de valorisation de la recherche et d'ouverture des données avec le réseau Curie, donc à travers des ateliers que nous avons organisés pour travailler avec les valorisateurs eux-mêmes sur les questions de sciences ouvertes. Voilà, alors pour cette première partie de présentation un petit peu fournie, présentation de ce domaine. Le droit des données de la recherche, en fait, c'est un droit, comme je le disais tout à l'heure, qui n'existait pas avant qu'on le formule comme tel, parce que précisément, et on va le voir au cours de cette intervention, de cette conférence, hein, on va le voir ensemble, il n'existait pas pour une raison qui peut paraître de prime abord complètement logique en réalité, c'est que en fait, les données de la recherche, ce sont des données qui peuvent être tout type de données en réalité, y compris des données qui ne sont pas produites par des chercheurs, c'est-à-dire que ça peut être d'abord des données qui ne sont pas produites pour être utilisées à des fins de recherche, mais qui sont des données qui existent en tant que telles et qui sont ensuite utilisées éventuellement par des chercheurs. Donc en réalité, quand on dit le droit des données de la recherche, en fait, on parle du droit des données en général. Ça, c'est une première observation et c'est ce qui explique donc que le droit des données de la recherche soit composé, constitué d'un corpus de règles très étendu, c'est-à-dire, et c'est ce qui en fait la complexité, bien sûr,
c'est-à-dire autant du droit de la protection des données à caractère personnel que du droit des données publiques, en passant par le droit de la propriété intellectuelle, mais également sur l'application également des protocoles et des traités internationaux en matière de biodiversité, des directives et règlements européens concernant la gouvernance des données. Bref, un corpus de règles très étendu, mais qui est justifié par le fait que les données, en fait, sont des données qui peuvent être tout type de données. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, il faut quand même dire et rappeler que ces données, elles sont quand même produites dans un contexte particulier, elles sont produites ou même utilisées dans un contexte particulier qui est le contexte de la recherche scientifique, ce qui explique que quand même, d'abord, certaines règles particulières s'appliquent, notamment les règles qui sont issues du code de la recherche. Mais aussi, je pense par exemple aux règles du RGPD, donc relatif ou la protection des données à caractère personnel, qui prévoit pour les travaux de recherche, les travaux scientifiques, des exceptions qui permettent aux chercheurs quand même de bénéficier d'une latitude dans l'utilisation et le traitement des données plus importante que lorsqu'il s'agit d'une utilisation qui soit une utilisation qui serait une utilisation commerciale qui serait donc réalisée par des entreprises, par exemple. Donc, en fait, on s'aperçoit quand même que le contexte scientifique eh bien, justifie l'application de règles particulières. Et au-delà de l'application de règles particulières, il faut aussi préciser que le contexte de la recherche scientifique est particulier parce qu'il s'agit de la recherche scientifique et que parce qu'il s'agit de recherche scientifique, eh bien, il y a tout un tas de pratiques, d'usages qui sont en cours dans la recherche scientifique et qui doivent être pris en compte aussi dans la manière dont les données peuvent ou doivent être gérées. Il me semble très important de rappeler que le contexte de la recherche scientifique, même s'il s'agit d'organismes publics, en tout cas en France, ce n'est pas le cas forcément ailleurs, mais en France, on est dans un contexte essentiellement public, eh bien, même si c'est public, même si on relève d'institutions publiques, eh bien, ces institutions ne sont pas tout à fait les mêmes que les autres institutions publiques, comme d'autres administrations. Et donc, moi, il me semble toujours important de rappeler que eh bien, le contexte particulier de la recherche explique aussi que certains usages puissent être privilégiés par rapport à d'autres, puisqu'il s'agit d'une activité ô combien particulière. Alors, pour aborder l'ensemble de ce droit des données de la recherche, donc, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, en espérant que ça fonctionne, parce que je vous avoue que c'est un peu la première fois que je l'utilise de cette manière-là, je vous propose de commencer par un petit quiz, des petites questions que j'ai préparées à votre intention et auxquelles je vais vous demander de répondre dans un laps de temps, qui sera assez court en réalité, hein, ce qui est le but du quiz en fait, et puis nous répondrons questions auxquelles nous répondrons ensuite successivement afin d'expliquer un petit peu de quoi est fait ce droit des données de la recherche. Donc ça va vous mettre un petit peu à contribution en espérant que ça marche. Et pour ça, je vais devoir, je pense, Olivier et Paul, je vais devoir arrêter le partage quelques instants. J'y reviendrai ensuite pour pouvoir ouvrir ma session. Voilà. Est-ce que tout le monde a accès aux 8 questions? Alors, 8 questions, j'ai marqué, je pense qu'il y en a 9 en réalité. Oui, c'est ça, j'en ai mis 9 en fait. Donc, je bascule.
Olivier, Oui, oui, oui. est-ce que tu pourrais me dire combien nous sommes en tout? Nous sommes 132. 132. Merci. Olivier, est-ce qu'on peut considérer qu'on a terminé? Oui, oui, on peut y aller. Parce qu'il y a Alors, je vais essayer de partager le rapport de réponse qui a été produit par le quiz.
Et on va voir qu'il y a une disparité très importante de participation selon les questions. C'est ça qui est intéressant, peut-être, dans un premier temps. Donc, pour partager ça. Alors, on a, parmi les participants, on a une hétérogénéité des fonctions, hein. On a des juristes, on a des administrateurs de données, on a des chargés de mission. Voilà. Ça peut expliquer la disparité de réponse. Alors, j'essaye de partager WooClap. Voilà. Je pense que tout le monde voit ici. Alors, sur la question numéro un, en fait, eh bien, on a voilà, une grande participation, déjà, ça c'est ce qu'on peut dire, avec une disparité très forte de réponses sur la question des données de la recherche sont-elles objet de propriété, qui est ce que j'appelle la question un peu tarte à la crème, qui revient systématiquement dans les échanges avec les communautés scientifiques et au-delà, avec les juristes aussi. Donc c'est une question assez importante, c'est la raison pour laquelle elle figurait en première place, avec une disparité, mais par contre un très fort taux de participation. Ensuite, à la deuxième question, on a une concentration plus importante de réponses sur la deuxième et la troisième réponse, sachant que là, la participation est déjà un petit peu moins importante. On a une participation relativement importante sur la troisième. L'ouverture des données de la recherche et l'affairisation sont-ils synonymes? Et on verra que la majorité des réponses ici est juste, puisqu'en effet, ces deux termes ne sont pas synonymes. On y reviendra tout à l'heure. Ce qu'on peut voir pour la quatrième réponse, c'est que là, il y a une belle convergence entre d'abord le nombre de votants et répondants et les réponses faites, qui, en fait, eh bien, euh, comment dire, ont choisi de dire que les données devaient être ouvertes par principe et fermées par exception, ce qui en effet est la signification du principe de science ouverte. Sur la licence libre, en fait, là aussi, les réponses semblent converger vers la réponse qui est juste, hein, c'est une licence gratuite et ouverte. Et puis, enfin, pas tout à fait enfin, est-il permis de conserver la confidentialité des données de la recherche? Là aussi, belle convergence des réponses sur la réponse juste. Et puis, concernant l'objectif de l'accès libre aux données de la recherche publique, visiblement, là, on voit que sur les deux réponses qui s'avéraient être les réponses justes, eh bien, les répondants ont répondu vous avez répondu de manière là aussi très homogène, ce qui est une bonne nouvelle parce que jusqu'à il y a quelques mois, je dirais, encore, c'est-à-dire que là, il y a une progression très rapide en ce moment de l'acquisition en matière de connaissances sur la question de la gestion des données de la recherche et du droit en particulier. Parce qu'il y a quelques mois, en fait, eh bien, ces questions n'auraient pas donné lieu aux mêmes réponses. C'est quelque chose que j'avais pu expérimenter dans le cadre d'une autre intervention. Et puis, les données de la recherche sont-elles des données publiques? Peut-être. Là, on a une réponse juste ici à 36%. Donc là, c'est très, très partagé en revanche. Donc ça, c'est intéressant. On va évidemment développer sur ce sujet, qui est un sujet pas évident, pas facile. Existe-t-il une définition des données de la recherche? Alors, la question était un peu piégeuse ici, tout comme l'était d'ailleurs la question numéro un. J'y reviendrai. Mais la question numéro 9 était un petit peu piégeuse parce que, en réalité, j'aurais dû indiquer dans le libellé de la question qu'il existait une définition légale des données de la recherche, ou même j'aurais pu dire une définition officielle des données de la recherche. Donc, ce qui peut expliquer aussi que les réponses soient ici très partagées entre le oui et le non. Aujourd'hui, il existe bel et bien une définition des données de la recherche dans la loi, et en particulier dans la loi européenne, on y reviendra. Donc voilà, donc bravo parce que vous avez répondu en un temps record à l'ensemble de ces questions qui ne sont pas des questions faciles et qui, en fait, eh bien, sont des questions qui méritent évidemment des commentaires, ce que nous allons faire maintenant. Alors, pour ce qui concerne nos réponses,
D'abord, sur la question numéro un, qui était un petit peu piégeuse, je disais tout à l'heure, à l'instant, qu'elle comportait un petit piège. Euh, et qui fait que ben, les réponses ont été aussi dispersées, en fait, de votre part, hein. C'est en partie ce qui explique. Euh, Parce que quand on dit que les données de la recherche sont développées, on joue un petit peu sur les termes. Enfin, ça, c'est le grand jeu des juristes, hein, vous le savez. Donc, pardon hein, de ce petit jeu, en l'occurrence, qui consiste à jouer sur les mots. Parce qu'en effet, en fait, euh, quand on dit que les données sont ou ne sont pas objets de propriété, en fait, eh bien, déjà, on part sur une piste qui est fausse, puisque les données en tant que telles ne sont jamais, en fait, objets de propriété. Déjà, ça veut dire que la question de la donnée ou de des données, même d'une manière générale comme ça, sans précision supplémentaire, eh bien, c'est déjà une affirmation dont on peut dire qu'elle est fausse. C'est la raison pour laquelle eh bien, cette question était un petit peu piégeuse. Alors, il y avait un choix multiple ici, mais avec plusieurs réponses possibles, deux réponses possibles qui sont évidemment ici indiquées en vert. Donc, il y avait d'abord une première réponse sur il existe un droit de propriété sur les données obtenues au cours d'une activité de recherche, de manière très générale. Il existe un droit de propriété sur les données créées ou générées au cours d'une activité de recherche. Cette réponse-là pouvait donner lieu à une confusion, et donc elle était un petit peu piégeuse aussi. Il existe un droit de propriété sur les données qui ont fait l'objet d'un traitement par les chercheurs. Voilà, donc ça c'est aussi une question un peu, une réponse pardon, un petit peu piégeuse. Il existe un droit de propriété sur les données structurées dans un jeu de données. Et enfin, il n'existe pas de droit de propriété sur les données. Alors, pourquoi est-ce que les deux dernières réponses sont les bonnes réponses? Eh bien, tout simplement parce que, justement, conformément à ce que je viens de dire, les données ne peuvent jamais être objets en tant que telles de propriété. Ce que je dis là, sur cette première chose, sur cette première observation, ce que je dis là doit être nuancé par ce qui se passe en pratique, parce que je sais parfaitement que dans certains contrats, notamment les contrats de partenariat, les contrats de recherche, les contrats de collaboration dans le domaine de la recherche, eh bien dans ces contrats, on parle très souvent de propriété des données, notamment à travers des clauses qui sont des clauses rédigées par des juristes, notamment par les juristes de services de valorisation, et qui généralement prévoient des clauses qui vraiment affirment comme telles la propriété des données produites à l'occasion d'une recherche-développement, à l'occasion d'un partenariat. Et ça, c'est un peu gênant en pratique. Ça gêne un petit peu l'universitaire que je suis, mais il faut en tenir compte parce que ça relève de la pratique hein, juridique précisément. Ça me gêne moi en tant qu'universitaire parce qu'en effet, le droit de la propriété intellectuelle ne peut jamais s'appliquer sur des données brutes ou sur des données indifférenciées. Les droits de propriété intellectuelle, ça je pense que vous le savez, ne portent que sur des données structurées, c'est-à-dire, et ça me permet de faire cette deuxième observation, qui concerne donc les bases de données. Les données ne sont pas appropriables en tant que telles, mais elles ne peuvent être appropriées qu'en tant qu'elles sont contenues dans une base de données. Donc en fait, ça veut dire que ces données, elles sont nécessairement structurées au sein d'une base de données. Euh, une base de données qui peut donner lieu à l'application du droit d'auteur ou du droit sui generis des bases de données, sachant que, en fait, euh, le droit d'auteur, là je replace dans le contexte de la recherche, le droit d'auteur est quand même un droit qui est rarement invoqué pour revendiquer la propriété ou même la copropriété sur des bases de données. Pourquoi? Parce que c'est un droit qui, en fait, s'applique sur l'architecture de la base de données et non pas sur le contenu lui-même. Et l'architecture de la base de données en sciences, elle peut l'être sur des recherches très originales, on peut dire. L'architecture, c'est-à-dire la structure de la base de données, peut donner lieu à une originalité importante, auquel cas on va considérer, alors puisque la base de données est originale, que la structuration peut donner prise au droit d'auteur, mais ça n'est pas nécessairement le cas dans le domaine scientifique. Dans le domaine scientifique, on peut être en présence de bases de données tout à fait banales, communes, qui vont traiter, organiser les données, c'est-à-dire les classer selon des modes qui sont des modes qui répondent à des canons déjà très utilisés dans chaque domaine disciplinaire, dans chaque communauté disciplinaire, selon les pratiques hein, qui sont les siennes. Donc en fait,
eh bien, on aura des bases de données qui ne seront pas franchement originales au sens où on l'entend en droit d'auteur. Donc, le droit d'auteur n'est pas un droit particulièrement recherché ni même souvent invoqué concernant les bases de données. En revanche, le droit sui generis, lui, il est plus régulièrement invoqué et il est même très, très pratiqué, notamment dans la pratique de valorisation de la recherche par les valorisateurs, par les services de valorisation, parce qu'en effet, c'est un droit qui revient, lui, non pas à l'auteur et qui n'a pas pour objet la structuration des bases de données, c'est-à-dire l'architecture des bases de données, mais qui a pour objet, en fait, les données elles-mêmes, mais les données en ce qu'elles constituent un corpus, hein, pas les données en tant que telles. Donc, en fait, ici, on a un droit qui, en plus, est reconnu non pas aux auteurs personnes physiques, mais aux producteurs, c'est-à-dire aux personnes qui investissent dans la vérification, la présentation et la collecte des données. Donc, ça veut dire que c'est un droit qui est reconnu généralement aux Ouais, investisseurs. Donc, merci. pour ce qui concerne, Voilà, pour ce qui concerne, pas encore rejoint la communauté Osmose, hein. Donc on fait souvent un pour ce qui concerne pardon, pour ce qui concerne la communauté scientifique, les chercheurs, en réalité, eh bien, il s'agira d'un droit qui sera essentiellement reconnu aux établissements eux-mêmes, hein, les établissements qui sont donc les investisseurs, les producteurs de bases de données, quand bien même ces bases de données seraient évidemment élaborées par les chercheurs, par l'ensemble des personnels affectés à la recherche. Donc voilà, on a par ailleurs on avait un doute à l'issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une jurisprudence très connue, la jurisprudence Horse Racing de 2004, sur le fait que eh bien, le droit sui generis puisse s'appliquer à des données qui seraient en fait qui seraient générées par des capteurs, par des objets connectés. Et puis, on avait un petit doute sur l'interprétation qu'on pouvait donner de cette jurisprudence qui elle-même donnait une interprétation particulière de la directive européenne de 1996. On avait un petit doute, mais en réalité, aujourd'hui, le doute, il n'est plus de mise parce que la proposition de règlement sur les données, le Data Act, qui d'ailleurs vient d'être adopté là ces derniers jours, hein, donc c'est tout frais, euh, je crois que ça doit dater la publication, j'ai vu, du 11 janvier, donc ça date d'il y a quelques jours. Aujourd'hui, on a un règlement sur les données qui est très explicitement, compte tenu de l'incertitude qu'on avait suite à la décision de la Cour de justice, qui aujourd'hui très clairement exclut l'application du droit sui generis sur toutes les bases de données produites par ou par le biais d'objets connectés et qui interdisent du coup ce sont des règles qui interdisent du coup aux détenteurs des données, c'est-à-dire la personne qui est à l'origine de l'objet connecté, qui interdisent aux détenteurs des données eh bien, de conserver ces données, d'en concevoir un monopole d'exploitation. Cette règle-là, ou ces règles qui sont énoncées par le règlement, le Data Act aujourd'hui, eh bien, ce sont des règles qui permettent en fait aux utilisateurs des objets connectés de pouvoir récupérer les données. Et que ces jeux de données-là, ces bases de données ou ces données, ne soient pas donc monopolisées par les détenteurs qui, grâce à la fabrication et à l'installation des objets connectés et des services qui en résultent, ne puissent pas donc monopoliser ces jeux de données. C'est une règle donc très, très importante. Voilà pour ce qui concerne cette première question. J'enchaîne sur la deuxième et puis on reviendra si vous le souhaitez sur ceci. Deuxième question, donc, à quelles conditions les données de la recherche sont-elles librement réutilisables? Alors, ça, c'est une belle question parce que c'est une question qui donne lieu à des réponses très diverses. Et justement, ça fait partie de ces questions sur lesquelles on s'aperçoit que les réponses, justement, ne sont pas tout à fait stabilisées. Et la raison de cette instabilité, en fait, elle est connue. Enfin, en tout cas, moi, je l'identifie. C'est parce que précisément, eh bien, l'interprétation que l'on peut faire de l'article qui est ici concerné par cette question, l'article L533-4 du Code de la recherche, je vais y revenir, eh bien, l'interprétation qui en est donnée n'est pas toujours très juste, me semble-t-il, en tout cas. Alors, à quelles conditions les données de la recherche sont-elles librement réutilisables? Il y avait plusieurs réponses possibles, enfin non, il n'y avait qu'une réponse possible, mais plusieurs évidemment réponses proposées. Donc, les données sont produites au cours d'une activité de recherche. Les données sont issues d'une activité financées au moins pour moitié par des dotations publiques. Les données ont été rendues publiques
et les données ne sont jamais librement réutilisables. Alors, ici, eh bien, il va falloir préciser que, justement, l'article L533-4 du Code de la recherche, qui est applicable pour répondre à cette question particulière, eh bien, l'article L533-4 prévoit qu'un certain nombre de conditions pour affirmer que ensuite les données puissent être librement réutilisables. L'article L533-4 prévoit en effet que dès lors que les données issues d'une activité de recherche financée au moins pour moitié par des dotations d'État, des collectivités, etc., bon, des dotations publiques, on va dire, hein, nationales ou européennes, ne sont pas protégées par un, lorsqu'elles ne sont pas également protégées par un droit spécifique ou une réglementation particulière, et qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche, alors leur réutilisation est libre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'affirmation d'une liberté de réutilisation est conditionnée par un certain nombre de conditions qui sont des conditions cumulatives et non pas alternatives. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois les données soient issues d'une activité de recherche, que cette activité de recherche soit au moins pour moitié financée par des fonds publics, que en plus ces jeux de données ne soient pas protégés par un droit spécifique ou une réglementation particulière, et là on va en reparler, et puis qu'elles ont été rendues publiques par le chercheur, l'établissement ou l'organisme. Ça veut dire que la décision qui consiste à libérer les données, c'est-à-dire à les diffuser, elle appartient au chercheur, l'établissement ou l'organisme de recherche. Cet article, souvent, en réalité, il est compris comme faisant obligation aux chercheurs de diffuser leurs données. Ça n'est pas ce que dit l'article L533-4, et d'ailleurs, ce n'est pas pour ça que cet article a été adopté par le législateur français à l'occasion de l'adoption de la loi pour une république numérique de 2016. Il a été adopté, ce texte, pour d'autres raisons qui permettaient en particulier, donc, de faire obstacle à ce que les éditeurs scientifiques ne créent des monopoles d'exploitation sur les jeux de données qui accompagnent généralement les publications scientifiques. Et c'est la raison pour laquelle, dans le troisièmement de l'article 533.4, que j'ai retranscrit également sur la diapositive, eh bien, on dit que l'éditeur, enfin le législateur a affirmé que l'éditeur d'un écrit scientifique mentionné au 1 ne peut limiter la réutilisation des données de la recherche rendues publiques dans le cadre de, de sa publication. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où les chercheurs rendent publiques leurs données, on considère qu'elles ne peuvent plus donner lieu à une propriété intellectuelle en réalité, et que cette propriété intellectuelle ne peut pas être revendiquée, en l'occurrence, par les éditeurs scientifiques qui étaient, enfin, et qui sont, qui demeurent toujours les premiers concernés par la question de la propriété sur les jeux de données qui accompagnent les publications scientifiques, puisque généralement, dans les contrats d'édition scientifique, les éditeurs ne manquent pas de prévoir la cession des droits, y compris sur, non seulement sur les articles scientifiques, bien sûr, mais y compris également sur les jeux de données qui accompagnent les publications scientifiques et qui permettent, jeux de données qui permettent également eh bien, de vérifier, de s'appuyer sur des jeux de données qui sont clairs et qui permettent souvent de vérifier la fiabilité des résultats et le sérieux des résultats d'une recherche, par exemple. Il est très important de souligner également que ces dispositions sont d'ordre public. Alors, je vais expliquer un petit peu ce qu'il convient d'entendre par ordre public tout de suite. Il convient d'entendre en fait quelque chose qui est très, très, très important ici pour ce qui concerne l'application de ces règles. En effet, pourquoi est-ce que le législateur a affirmé que ces règles doivent être d'ordre public, doivent être considérées comme étant d'ordre public? Eh bien, pour produire un effet, une conséquence, qui est indiquée également dans le 4, dans cette disposition-là, c'est que toute clause contraire à ces règles est considérée ou réputée non écrite, c'est-à-dire est annulée ou peut être annulée par le juge. C'est très important parce que ça veut dire que ces règles, eh bien, il est impossible d'y déroger par des conventions particulières, c'est-à-dire par des contrats. Il est impossible d'y déroger, ce qui signifie que les éditeurs en particulier, lorsqu'ils contractent avec des chercheurs pour publier les articles ainsi que les données y afférentes, eh bien, les éditeurs ne peuvent pas prévoir autre chose dans les contrats, ou en tout cas ne peuvent pas prévoir de clauses qui viendraient contredire
le fait que lorsque les chercheurs publient et rendent publiques leurs données, eh bien, leur réutilisation est libre. Donc, c'est une disposition très importante et qui peut s'appliquer en particulier lorsque le contrat est un contrat qui est un contrat conclu entre des personnes qui relèvent de juridictions différentes, de pays différents, c'est-à-dire dans des contrats qu'on appelle les contrats internationaux, des situations qui présentent, comme on dit en droit, des caractéristiques, des caractères d'extranéité, hein, c'est-à-dire lorsque, par exemple, un chercheur est français, mais qu'un éditeur est installé, ou dont le siège social est installé aux Pays-Bas, aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ici, eh bien, il est tout à fait possible ensuite pour les établissements ou pour les chercheurs d'invoquer en réalité l'ordre public national pour faire valoir que les règles contractuelles qui ont été stipulées dans le contrat généralement par les éditeurs, eh bien, ne peuvent pas porter atteinte à l'ordre public national, qui est l'ordre public national français ici en l'occurrence. Voilà. Ce sont des règles de droit international privé qui s'appliquent ici et qui sont très intéressants et qui font qu'en réalité, eh bien, qui permettent de comprendre que cette disposition-là en particulier est une disposition très forte, du coup, parce que ça veut dire que les règles énoncées par le législateur français eh bien, peuvent valoir à titre de loi de police, comme on dit en droit international privé, c'est-à-dire à titre de loi impérative qui doivent s'appliquer malgré éventuellement la désignation d'une autre loi pour s'appliquer au contrat. La plupart du temps, les contrats des éditeurs scientifiques prévoient que c'est soit la loi américaine, soit la loi néerlandaise qui trouve à s'appliquer à la situation contractuelle, donc aux différentes parties. Eh bien, là, en l'occurrence, même si la loi étrangère est indiquée dans le contrat pour gérer l'ensemble de l'exécution du contrat et des obligations des parties, eh bien, l'ordre public français pourra éventuellement, le cas échéant, en cas de contentieux, bien sûr, être invoqué par les parties pour pouvoir s'appliquer donc de façon impérative. Donc c'est une disposition très importante. En résumé donc, ces données doivent être des données de la recherche, hein, première condition. L'activité doit être une activité de recherche financée au moins pour moitié sur fonds publics. Les données ne doivent pas être protégées par un droit spécifique. Alors, je vais m'y attarder quelques secondes pour dire que, bien sûr, l'article L533.4 ne fait pas abstraction du tout du fait que les données ou les jeux de données, les bases de données puissent être protégées, en fait, par ailleurs. C'est-à-dire que ici, si on veut pouvoir diffuser les données et qu'elles puissent être librement réutilisables, encore faut-il que ces jeux de données ne soient pas protégés par un droit spécifique. D'où le fait que l'on peut dire que le législateur en 2016, mais comme c'est encore le cas aujourd'hui, eh bien, tient compte du fait qu'il y a des droits à faire valoir qui protègent eux-mêmes des intérêts particuliers, qui sont des intérêts liés à la protection des droits de propriété intellectuelle, comme on l'a dit tout à l'heure, mais aussi éventuellement des intérêts liés aux secrets, aux différents secrets, j'y reviendrai tout à l'heure, mais aussi aux intérêts liés à la biodiversité. J'en reparlerai si vous le souhaitez, mais il y a des intérêts à faire valoir pour protéger certaines communautés, certaines populations de la diffusion de certaines données qui les concernent. Et là, il y a aussi des précautions à prendre concernant la diffusion de ces jeux de données éventuellement. Et enfin, dernière condition, il faut que ces données aient été rendues publiques. Pour qu'elles soient librement réutilisables, il faut d'abord qu'elles aient été rendues publiques. Des données qui n'ont pas été rendues publiques ne sont pas des données réutilisables. Sur le plan technique, c'est du bon sens, mais encore faut-il le rappeler. C'est-à-dire qu'encore une fois ici, la décision, comme je le disais déjà tout à l'heure, la décision de rendre publiques les données, c'est une décision qui appartient aux chercheurs, à l'établissement ou à l'organisme. Le législateur a été volontairement ici un peu large, ce qui laisse penser que l'établissement pourrait décider également de mettre à disposition des données. En réalité, dans la pratique, après il peut y avoir des exceptions bien sûr, hein, je ne prétends pas ici couvrir l'ensemble des hypothèses. Là aussi, ça demanderait d'aller observer les choses au plus près des pratiques, mais dans la plupart des cas, ce sont bien les chercheurs et les équipes de recherche qui décident, et fort heureusement, de la publication ou non des jeux de données, bien qu'ils y soient incités très fortement. Ça n'empêche pas, ils y sont très incités, on y reviendra tout à l'heure également.
Je vais prendre cette troisième question avant d'ouvrir le dialogue, les échanges, parce que c'est une question qui est rapide, qui ne nécessite pas, à mon avis, de très grands commentaires, qui consiste à savoir donc si l'ouverture des données de la recherche et férisation sont des termes qui sont synonymes. Aujourd'hui, la connaissance des communautés en général, enfin, des personnes qui ont affaire aux données de la recherche, est, je trouve, a progressé, qui fait que ces deux choses ne sont plus confondues, alors qu'elles l'étaient il y a évidemment quelques années encore. Évidemment, il n'y a pas de synonymie entre les deux expressions, tout simplement parce qu'on ne parle pas de la même chose. En effet, ouverture des données de la recherche, c'est le principe d'ouverture des données de la recherche, c'est-à-dire qui correspond à une politique publique qu'on appelle la politique de science ouverte. Et puis, l'affairisation, c'est le fait, euh, c'est une technique en fait hein, qui permet de standardiser ou de formater les données de manière à ce qu'elles puissent ensuite être ouvertes. Donc on poursuit bien l'objectif de science ouverte avec l'affairisation des données, bien sûr, mais les deux notions ne sont pas synonymes, férisation étant entendu comme le moyen qui permet d'atteindre cet objectif d'ouverture des données avec tout un tas de préconisations quant à la gestion des données, mais aussi quant à la gestion des métadonnées, évidemment, pour en permettre ensuite l'ouverture, comme je le disais, mais aussi l'interopérabilité. Voilà. Donc, il n'y a pas ici de synonymie. Voilà pour ces trois premières questions. Je vous propose d'ouvrir première phase d'échange. S'il y a des questions, Alors, on a je n'ai six pas vérifié. questions. On a 6 questions. Donc, si tu veux, je peux te les poser. On va commencer par la troisième de Christine. Quelle définition vous donnez des données brutes? N'existe-t-il pas des données qui sont soumises aux droits d'auteur, comme par exemple les données cartographiques, et j'ajouterai aussi les croquis ou ce genre de choses? Oui, alors merci pour cette question parce que ça me permet d'aller un petit peu plus loin dans les explications et vous avez complètement raison. Il y a des données. En fait, quand on dit données, ça veut tout et rien dire en réalité. C'est bien tout le problème de cette notion de données d'ailleurs, qui est une notion très fuyante. Pourquoi fuyante? Parce qu'elle est définie hein, par les textes aujourd'hui, mais c'est une notion qui reste fuyante parce que, d'un point de vue juridique en tout cas, parce que c'est une notion qui peut en fait recouvrir un grand nombre de réalités différentes. Euh, les données, ça peut être des données brutes de type données captées par des capteurs, par des objets connectés, on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut aussi être des données qui constituent en elles-mêmes des résultats de travaux artistiques, scientifiques, qui sont à la marge entre l'artistique et d'ailleurs et le scientifique. On le voit ne serait-ce qu'avec les dessins produits par les paléontologues, par exemple, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter. Il y a des dessinateurs hein, dans les laboratoires qui reproduisent un certain nombre de très beaux dessins qui permettent de reproduire un certain nombre voilà, de choses observées dans la nature. Et donc, on a ici, pareil pour la cartographie, bien sûr, on a des choses qui sont susceptibles d'être protégées par le droit d'auteur quand on parle de données scientifiques, en effet. Donc, en effet, lorsque l'on dit que les données ne sont pas objets de propriété intellectuelle, eh bien, en fait, en réalité, il s'agit essentiellement des données brutes. Et en ce sens, vous avez complètement raison de préciser que certaines données ne sont pas des données brutes, du coup, mais sont déjà des choses très élaborées qui sont éventuellement protégées. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles soient automatiquement protégées par le droit d'auteur. C'est toute la difficulté du droit d'auteur d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un droit qui reste un droit complexe, parce que c'est un droit dont on peut dire qu'il s'applique a posteriori, donc ex post. C'est-à-dire en fait, c'est un droit dont on peut dire qu'il s'applique lorsque on juge que eh bien, les objets qui sont concernés éventuellement sont des objets qui sont euh, originaux. Hein. Vous savez que l'originalité, je pense que la plupart d'entre vous le savez, c'est que l'originalité, c'est le critère, le seul critère d'ailleurs, la seule condition d'application du droit d'auteur. Il faut donc que ces objets soient originaux, c'est-à-dire que les dessins, les cartographies, les photographies éventuellement, il y en a beaucoup dans le domaine scientifique, les films également, puissent être considérés comme originaux, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas caractérisés par une banalité, par la banalité, mais qu'il soit singulier. Ce qui n'est pas toujours évident dans le cadre d'une démarche scientifique,
même si l'originalité a toute sa place dans le domaine de l'activité scientifique, puisque par exemple, les thèses, les mémoires, les articles scientifiques, les ouvrages, etc., sont souvent considérés comme des objets originaux, comme des créations intellectuelles, des œuvres de l'esprit original, malgré le fait qu'ils répondent à des canons et à des règles de méthode, qui sont des règles de méthode scientifique qui varient selon les communautés disciplinaires. Donc ça veut dire qu'on a quand même des objets qui peuvent en effet être considérés à la fois comme des données, parce que elles sont intégrées, parce que ces objets sont intégrés dans des bases de données. On peut imaginer une base de données qui rassemble tout un tas de cartographies différentes, bah, ça donnerait une base de données. Une photothèque, par exemple, ne serait-ce que ça, qui est une collection de photographies, qui est une base de données en réalité sous la forme numérique. On peut dire que c'est une base de données. Et donc, à ce titre-là, eh bien, il s'agit, les photographies dans une photothèque sont des données qui figurent dans une base de données. Et ces données-là, en effet, elles sont protégées individuellement par des droits de propriété intellectuelle et éventuellement par le droit d'auteur. Donc, Alors, la deuxième question, justement, c'est quelle est la définition d'une base de données par Margot? alors là, j'ai pas l'article, je ne crois pas avoir reproduit sur mes diapos l'article qui est concerné et qui permet de donner la définition. Mais je vous invite, du coup, à aller lire l'article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui donne exactement la définition de la base de données. Et je n'ai pas sous la main, et ça c'est une grave erreur, mon Code de la propriété intellectuelle. Mais voilà, en allant sur Légifrance, vous trouverez sans problème, ou même avec votre moteur de recherche, si vous tapez article L112-3 du Code de la propriété intellectuelle, vous tomberez directement sur l'article et sur la définition elle-même. En gros, si on veut résumer les choses, hein, pour ce qui concerne la base de données et sa définition, si on veut résumer les choses, la base de données, en fait, c'est un recueil, en fait. Hein. C'est une collection, un recueil d'éléments, c'est comme ça que le texte la définit, d'éléments qui sont en fait indépendants les uns des autres et qui sont organisés de manière arbitraire par la personne qui a choisi de les organiser, ces éléments. C'est-à-dire qui a donné lieu à une disposition, un choix des matières qui donne lieu à une forme d'arbitraire, c'est-à-dire un choix libre en réalité. Cette liberté de choix dans l'organisation de la matière, c'est ce qui fera ensuite éventuellement l'originalité de la base de données, donc, et qui pourra permettre l'application, par exemple, du droit d'auteur. Donc en fait, il s'agit de dire que ce sont des éléments indépendants les uns des autres, les données sont indépendantes les unes des autres, et qu'en plus, ces données, et c'est ce que dit également l'article L112-3, c'est que ces éléments sont accessibles en fait indépendamment les uns des autres. C'est-à-dire qu'on peut faire appel à telle donnée et à telle autre indépendamment des autres, ce qui permet de distinguer l'objet base de données d'autres objets protégés par le droit d'auteur, comme par exemple les œuvres audiovisuelles ou les logiciels. Il faut bien faire attention que le logiciel est bien distinct de la base de données, la base de données étant une technique, on va dire, de présentation des données, alors que le logiciel est une technique de traitement des données. Voilà, ce qui n'est évidemment pas du tout la même chose. Voilà, j'espère avoir répondu à la question. Alors, question suivante. Peut-on donc dire qu'une institution n'est pas propriétaire des données produites en son sein, mais est responsable de la gouvernance de celles-ci? Ou doit-on garder le terme propriétaire car c'est une pratique? Alors là, c'est une question qui interroge le pragmatisme, en fait, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit faire pour être le plus opérationnel possible, le plus efficace possible. C'est une question qui est parfaitement légitime, parce qu'en effet, il faut bien gérer tout un tas de choses. C'est le propre, justement, aujourd'hui de la science ouverte que d'apprendre à gérer ces données, en particulier les données de la recherche. Donc, en fait, il s'agit de dire que les établissements peuvent être considérés comme des propriétaires. Je n'ai pas dit que la propriété n'avait pas lieu d'être, hein, mais ils peuvent être considérés comme des titulaires de propriété intellectuelle, donc comme des propriétaires en fait, bien sûr, droit sui generis en particulier, hein, c'est le droit sui generis qui sera ici concerné, puisque ici c'est l'investisseur qui sera reconnu comme titulaire du droit, donc les établissements. Les établissements pourront être reconnus comme titulaires du droit sui generis sur les bases de données et non pas sur les données. Donc il est tout à fait possible, dans les contrats notamment,
Et on le voit hein, dans les contrats aussi. On voit que eh bien, des contrats de partenariat organisent très fréquemment des modèles de copropriété sur les bases de données. Copropriété, et ça, c'est juste. Quand on est sur la copropriété des bases de données, on est dans le juste, en tout cas par rapport à euh, l'application de la loi. Donc, on peut dire qu'on est copropriétaire d'une base de données ou de plusieurs bases de données quand on a contribué, soit entre organismes publics, ce qui arrive aussi très souvent. Plusieurs organismes publics ont contribué à l'édification d'une base de données, auquel cas, s'ils revendiquent la copropriété ou la propriété, on peut alors les reconnaître en tant qu'institution publique comme étant copropriétaires de, de la base de données. Si on est dans un partenariat public-privé, eh bien, ça ne change rien. On pourra considérer que les partenaires privés sont copropriétaires avec les partenaires publics des bases de données. Une dernière question sur la propriété, et puis après on aura deux autres questions. Donc, nous trouvons dans de nombreux modèles de PGD, donc plan de gestion des données, je suppose. Ce serait bien que vous nous rappeliez pour les administrateurs de données en deux mots ce qu'est un PGD. La question, qui est propriétaire des données, qui détient la propriété intellectuelle sans mentionner l'état des données, brutes ou structurées. Les questions des modèles ne sont pas assez précises. Donc ça, c'est un constat, ce n'est pas une question, j'ai l'impression. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette observation. Souvent, les choses ne sont pas bien précisées. Mais c'est des choses dont on peut espérer qu'elles progressent par la suite. Il appartient en effet ensuite aux administrateurs de données hein, qui seront en prise avec ces questions-là pour aider en général, en particulier même les chercheurs à remplir les plans de gestion de données, et bien de préciser les choses. C'est pas très grave dès lors que l'on a conscience qu'en fait, en réalité, vouloir répondre à la question est-ce que je suis propriétaire des données ou est-ce que je ne suis pas propriétaire des données, c'est déjà en fait s'enferrer dans une situation qui est inextricable. C'est la raison pour laquelle très rapidement, je pense que au bout d'un moment, les personnes diront bah, propriétaire ou pas propriétaire, ça ne veut rien dire. Donc, voyons de quoi il est question. S'il est question de base de données, alors oui, effectivement, l'établissement pourra peut-être revendiquer un droit de propriété. Si je suis, moi, en tant que chercheuse, eh bien, à l'origine d'une base de données en particulier, peut-être que je pourrais prétendre revendiquer un droit d'auteur, bien que ça ne me serve pas à grand-chose, en fait, en réalité, dans l'absolu. Si ce n'est quand même à une chose, c'est d'être référencé comme auteur, ce qui peut être très intéressant quand même pour les chercheurs. Donc, il ne faut pas négliger cet aspect symbolique, mais très important, de la citation en matière de jeu de données. C'est une autre très vaste question. C'est la question de l'octorialité. Hein. Donc, le droit d'auteur peut quand même servir à respecter ou à faire respecter l'octorialité en fait sur les jeux de données pour les chercheurs, personnes physiques. Voilà. Donc, en fait, bien sûr que dans les PGD, il faut faire en sorte que les choses soient analysées de la manière la plus fine qui soit. Voilà. Alors, question de Rémi du CASD. Quid de la loi pour une république numérique qui impose aux administrations de diffuser les données administratives, les documents administratifs, pardon, dont les données, sauf exception. J'ai envie de dire par rapport au L 533-4, si le financement de ces données est en partie fait dans le cadre d'une mission de service public, effectivement, a-t-on obligation de publication des données? Alors, je ne suis pas certaine de bien comprendre la Alors, question qui, la à mon question avis, de Rémi, c'est quid de la loi pour une république numérique qui impose aux administrations de diffuser les documents administratifs, sauf exception? oui, alors bah, ce que je vous propose, c'est qu'on va y revenir un petit peu plus tard, en fait. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre à cette question un petit peu plus tard, si tu es d'accord, Olivier, pour me la D'accord, reposer ou me la pas de rappeler, souci. si je l'oublie, fort possible. Euh, Alors, de la, voilà, de la rappeler un peu plus tard parce que, en fait, on va aborder la question des données publiques. Et pour répondre assez rapidement et tout de suite à la question, bien sûr, il y a obligation aujourd'hui, à certaines conditions néanmoins, de diffuser les données qui sont produites par les administrations en général. Il y a une obligation qui est posée par le CRPA, tout à fait. Le CRPA, c'est-à-dire le Code des relations entre public et administration, dont certaines dispositions sont issues de la loi pour une république numérique. Voilà. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. et donc, dernière question d'Anna. Librement utilisable, quid de la citation ou limitation imposée par les licences?
quand on parle de données librement utilisables? Alors, euh, les limitations, j'imagine que les limitations qui sont évoquées ici sont les limitations qui sont posées dans le cadre des licences libres. Parce que j'ai déjà répondu en partie à la question lorsque les limitations sont le fruit des contrats d'édition. Les licences, ce sont des contrats, hein, je précise, parce que ce n'est pas toujours évident non plus. Les licences, ce sont des contrats. Donc, il y a deux types de contrats généralement dans le domaine scientifique. Il y a les contrats d'édition d'un côté. Donc, j'ai répondu à cette question-là s'agissant des contrats d'édition en disant que les dispositions étaient d'ordre public et que donc les éditeurs ne pouvaient pas adopter des limitations à ces principes, sauf à voir leur clause annulée ou en tout cas comme à les voir être réputées non écrites. Pour ce qui concerne les licences, le raisonnement est exactement le même. C'est-à-dire que la réutilisation est libre signifie en effet que la réutilisation est libre, c'est-à-dire qu'elle est quasiment illimitée en fait. Ce qui n'est pas sans poser problème, mais ça c'est une opinion personnelle que je vous livre concernant les données de la recherche en tout cas. Je ne parle pas des autres types de données, d'autres types de données, mais concernant les données de la recherche, ça peut être un problème parce que il est toujours important, encore une fois, et je vais revenir sur la question finalement, les éléments de réponse précédents, c'est qu'il est toujours très important en matière de recherche scientifique que les contributeurs soient identifiés en fait. Et donc, les licences du type licence Creative Commons by, par exemple, eh bien, supposent que l'on respecte euh, le droit de citation, c'est-à-dire que l'on respecte ce qu'on appelle aussi le droit d'attribution, qui consiste à indiquer le nom ou les noms des personnes qui ont contribué à l'élaboration de jeux de données. Voilà. Donc effectivement, on peut considérer que eh bien, le fait d'exiger que le droit de citation soit respecté eh bien, est une limite en effet à la liberté de réutilisation. Je suis d'accord avec cette observation, très juste, me semble-t-il en tout cas. Et ça n'est pas sans poser problème, je trouve, du point de vue de l'intérêt des chercheurs. Voilà. C'est la dernière. Très bien. Donc, je propose de poursuivre avec la question numéro 4. Donc, le principe ouvert autant que possible, pas plus fermé que nécessaire, que moi je traduis à pas plus fermé que nécessaire. C'est une traduction un peu particulière qui n'est généralement pas celle des institutions. Donc, par honnêteté, je préfère vous le dire. Généralement, la traduction du service, du principe, pardon, c'est ouvert autant que possible et ouvert autant que possible et aussi fermé que nécessaire, aussi ouvert que possible, aussi fermé que nécessaire, pardon. En bon français, je trouve que c'est mieux formulé comme ça. C'est la raison pour laquelle je propose toujours plutôt cette formulation, mais ça n'a aucune espèce d'incidence pour la pratique, hein, je tiens à vous rassurer. Simplement, ça permet quand même de signifier une chose, c'est que le principe, en fait, eh bien, c'est le principe de l'ouverture et la fermeture, c'est l'exception. Et c'est exactement l'esprit, en fait, de la science ouverte et du principe de science ouverte qui est énoncé là à travers cette expression. Eh bien, c'est justement de promouvoir l'ouverture des données autant que possible, mais de fermer si c'est nécessaire. Et donc, ça veut dire que la fermeture ne doit être envisagée que par exception. Et le principe d'ouverture, il doit être envisagé par défaut, c'est-à-dire par principe, en fait. Donc, pour le juriste, en fait, il est très important de hiérarchiser le principe et son exception, et de ne pas mettre les deux choses au même niveau. Mais ça, c'est un raisonnement qui est un raisonnement juridique, mais qui est important, me semble-t-il, parce que s'il faut faire la priorité, donner la priorité à un moment donné, peut-être dans un contentieux, ou je ne sais pas, dans un raisonnement, en tout cas, entre les deux choses, si on veut coller à la philosophie, à la politique de sciences ouvertes, il me semble qu'il faille donner la priorité au principe de l'ouverture, même si, en fait, ce qu'il faut dire avec le principe, avec la question de la fermeture, c'est que, en fait, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui font nécessité, c'est-à-dire qui viennent préempter, en fait, la science ouverte, c'est-à-dire qui viennent préempter l'ouverture des données. C'est-à-dire qu'il y a des intérêts légitimement protégés
que sont les secrets. Et quand je dis les secrets, c'est parce qu'il y a plusieurs types de secrets. Il y a les secrets professionnels, bien sûr, il y a les secrets d'affaires, il y a le secret statistique, il y a d'autres, le secret défense nationale, par exemple, hein. Donc tout un tas de secrets qui obéissent à des régimes juridiques différents et qui sont issus de textes de lois différents, donc, différents types de secrets qui viennent préempter en fait l'ouverture des données, hein. C'est ce que j'avais expliqué dans l'un de mes articles ici qui est en référence sur la diapositive. Ces secrets eh bien, vont devoir être appliqués en priorité en réalité, c'est-à-dire qu'on n'aura pas le choix que de les respecter, y compris et même si on se situe dans une dynamique de sciences ouvertes. De même, il y a les droits de propriété intellectuelle qui vont devoir être appliqués euh, et qui seront et qui constitueront donc des limites aussi au principe d'ouverture des données. La protection de la biodiversité, je l'évoquais tout à l'heure, les essais cliniques, parce que les essais cliniques, les règles qui s'appliquent en matière d'essais cliniques sont des règles qui prévoient que les données qui sont issues des essais cliniques soient maintenues au secret pendant un certain temps. Et enfin, toute la législation relative à la protection des données à caractère personnel, bien sûr, qui nécessite d'adopter certaines précautions avant d'envisager l'ouverture des données. Ce qui permet de dire, pour conclure sur cette diapositive en tout cas, c'est que le principe de science ouverte est un principe qui ne fait pas fi hein, des intérêts légitimement protégés par la loi par ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, ne permet pas aux chercheurs, ne permet pas aux communautés scientifiques ou même aux établissements de s'exonérer de l'application des règles qui sont prévues par ailleurs en matière dans les différents domaines concernés par les textes que je viens rapidement d'évoquer. Euh, du coup, si je vous indique la question des secrets, de la protection de la biodiversité, des essais cliniques et des données personnelles, ça veut dire qu'en fait, on est en présence de l'application d'un grand, grand nombre de textes. C'est ce que je disais en introduction de cette conférence, c'est que eh bien, il y a tout un tas de corps de règles, de corpus législatifs ou réglementaires qui trouvent à s'appliquer en matière de sciences ouvertes, hein, de droit des données de la recherche d'une manière générale, et qu'il y a lieu alors d'articuler les règles issues de ces dispositifs de la manière plus rationnelle possible, sachant que ça n'est pas toujours facile. Il y a notamment, ce n'est pas les seuls, ici, la petite liste qui figure ici des codes n'est absolument pas exhaustif. Il faudrait également ajouter le code pénal, il faudrait ajouter les textes internationaux, j'y reviendrai. Bref, il y a une multitude de règles qui s'appliquent, donc qu'il convient d'articuler. Donc, le Code des relations entre public et administration, que vous connaissez, je pense, en particulier ou particulièrement bien pour ce qui vous concerne, globalement, parce qu'il s'agit du code qui contient toutes les règles donc, qui encadrent les relations entre public et administration, c'est-à-dire en fait toutes les règles qui sont liées à la communication des documents administratifs, à la diffusion des documents administratifs et des bases de données, et également toutes les règles qui sont liées à la réutilisation des informations publiques contenues dans les documents administratifs. Donc ça veut dire, concernant les données de la recherche, ça concerne évidemment tout un tas de données également qui peuvent être concernées par l'application de ces règles. Le code de la recherche, évidemment aussi, on l'a vu tout à l'heure à travers l'article L533.4, mais ça n'est pas le seul article concerné et on y reviendra tout à l'heure, j'en reparlerai parce qu'il y a un autre article à mentionner. Et puis enfin, le code de la propriété intellectuelle, bien sûr, pour les raisons indiquées tout à l'heure, soit au titre de l'application du droit d'auteur, soit au titre de l'application du droit sui generis sur les bases de données. Alors ensuite, question numéro 5, j'avance. Qu'est-ce qu'une licence libre, une licence gratuite, une licence ouverte ou une licence gratuite et ouverte? Bon, vous aviez, je crois, majoritairement répondu par la troisième réponse, donc très justement, il s'agit à la fois d'une licence gratuite et ouverte, hein. C'est ce sont toutes les caractéristiques des licences Creative Commons, sachant que, bien sûr, pour ces licences, il
quand on dit qu'on résout la question de la réutilisation, de la diffusion des données par la mise à disposition grâce à des licences, eh bien, ça ne résout pas tous les problèmes. Et je crois que vous aviez d'ailleurs fait remonter une question là-dessus dans les cas d'usage que Olivier, vous avez, je crois, demandé éventuellement de faire remonter hein, et d'exposer une question qui s'avérait très intéressante, notamment sur l'articulation et sur l'interopérabilité, comme j'aime bien le dire, entre les différentes licences. L'interopérabilité juridique, on dit en droit en général une articulation entre les différents contrats, entre les différentes licences qui sont pratiquées, qui sont utilisées dans le domaine de la recherche scientifique, mais au-delà. La question est bien plus vaste et concerne bien d'autres secteurs que le secteur de la recherche scientifique. Donc en fait, on a bien sûr une question d'articulation, une problématique très importante d'articulation des règles en fait. Donc c'est enfin des règles contractuelles, hein, c'est-à-dire des règles qui sont stipulées dans les contrats, que sont les licences gratuites et ouvertes. Dire qu'une licence elle est gratuite et ouverte, finalement, c'est un terme un peu vague et générique qui ne dit pas grand-chose. Ça dit beaucoup de choses, mais ça ne dit pas tout. Et ça ne dit pas, évidemment, quel est le degré d'ouverture et quelles sont les règles qui, justement, sont celles qui ont été posées par la personne qui diffuse les données. Là, j'ai pris, par exemple, vous savez, dans les dispositifs, la licence ouverte Etalab, qui est une licence ouverte très importante, très pratiquée par les administrations, puisque c'est la demande qui avait été faite il y a maintenant quelques années pour mettre en œuvre la politique d'ouverture des données publiques, mais on s'aperçoit que ces licences ne sont pas forcément interopérables avec d'autres licences et que ça peut être à l'origine de questionnements parce que lorsqu'il y a croisement de données, ce qui est de plus en plus le cas quand on veut apparier les données, des grands systèmes d'information, quand on veut permettre l'appariement des données, ben, on s'aperçoit que les licences ne sont pas toujours compatibles entre elles, ce qui n'est pas voilà, sans causer de tracas. Ça veut dire que là, il faut au maximum que les juristes, que les services dédiés eh bien, travaillent à l'harmonisation, voire à l'uniformisation des modèles contractuels. En fait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a tout un travail, comme je le dis souvent, de design des contrats en fait, hein, qui doit être fait. Euh, voilà. Le travail ne manque pas pour les prochaines années, mais c'est tout à fait normal, puisque nous entrons dans une ère qui est une ère tout à fait nouvelle, hein, qui est l'ère qui a été d'ailleurs caractérisée par la Commission européenne comme étant l'économie fondée sur les données, et qu'à ce titre-là, tout le paquet de réglementation sur les données est en train aujourd'hui d'émerger, comme je le disais tout à l'heure, avec le règlement sur la gouvernance des données, le règlement sur les données aussi, et qu'on est au début hein, de ces pratiques qui consistent à apparier un très très grand nombre de données entre elles. Question numéro 6. Est-il permis de conserver la confidentialité de la recherche? Donc, conformément et compte tenu de tout ce que nous avons dit précédemment, et il faut naturellement répondre oui à cette question, car quand bien même il s'agit de données de la recherche, si ces données sont couvertes par un secret, quel qu'il soit, et bien, ces données doivent être donc conservées au secret par les personnes, par les détenteurs légitimes de ces données. Donc, ça a pour conséquence que, eh bien, on en organise la confidentialité à travers tout un tas d'outils. Là, j'ai détaillé un petit peu davantage les secrets, justement. Hein. Secret statistique, je le disais déjà tout à l'heure, secret d'affaires, secret de la défense nationale, secret professionnel. La protection du patrimoine scientifique et technique de la nation aussi est une occurrence, une hypothèse très importante dans le domaine scientifique dans laquelle eh bien, il y a lieu de conserver les données au secret, et puis toutes les situations partenariales hein, qui font que les contrats, dans les cadres des recherches-développement, dans les partenariats publics-privés, que les contrats contiennent des clauses de confidentialité toujours. C'est systématique. Donc, même si en ce moment on essaye avec le réseau Curie de voir comment on peut aménager ces contrats de manière à ce qu'ils prennent en compte aussi quand même la politique de sciences ouvertes, et ça commence maintenant à être très pratiqué, je le sais, par le CNRS, par certaines universités, comme l'Université de Montpellier par exemple, mais
voilà, les pratiques doivent évidemment s'étendre à tous les contrats de partenariat. Voilà, donc il y a ici des, des, des choses un petit peu à aménager encore pour ces prochaines années. Donc, Olivier, je te propose de prendre une série de questions, mais peut-être plus rapide que la précédente. Ouais, elles sont moins nombreuses. Concernant les licences, le CRPA n'impose-t-il pas la citation des sources lors d'une réutilisation? Oui, d'ailleurs, c'est tout à fait juste. Et la licence étalable, d'ailleurs, il me semble-t-il, impose également hein, la citation en fait, pas la citation des auteurs, en l'occurrence, parce que c'est pas comme ça qu'on raisonne sur la base du CRPA, mais la citation du détenteur des données, donc en fait souvent de la collectivité territoriale, de l'administration, etc. Bref, de l'administration qui les met à disposition, en fait. Oui, mais même sans état lab, il y a un article qui précise qu'effectivement, il faut citer les Tout à fait. sources. L'expression données sensibles, entre parenthèses à tort, est souvent utilisée pour les données légitimement à protéger. Existe-t-il un texte sur lequel s'appuyer? Et quelqu'un a ajouté, j'ai le même cas avec des données de pollution. Oui, alors c'est une question intéressante parce que en effet, j'entends souvent cette expression et elle prête à confusion en réalité. D'où, je pense, votre question. Elle prête à confusion parce que données sensibles, ça renvoie à un type de données particulier dans le droit, qui est le droit de la protection des données à caractère personnel. On sait, et vous le savez, je pense, qu'il y a un certain nombre de données dont on considère qu'elles sont particulièrement sensibles, ou qu'elles sont sensibles et qui méritent qu'on leur applique des règles particulières. Donc elles font l'objet d'un régime juridique particulier. Elles sont prévues de longue date par la loi de 78, la loi informatique et liberté, et évidemment, elles ont été également reprises et réaménagées d'ailleurs par le RGPD en 2016. Ce sont des données sensibles parce qu'elles concernent des domaines de la vie des personnes, des domaines particuliers, comme par exemple les données de santé des personnes. Bon. Mais l'expression données sensibles, elle s'est étendue à d'autres domaines en dehors de l'application tout simplement des règles qui concernent les données à caractère personnel. En réalité, les données sensibles, ça ne répond, à mon avis, mais je peux me tromper, être modeste compte tenu de la richesse des textes qui émergent aujourd'hui, mais je pense que le domaine des données sensibles est un domaine qui n'est pas juridiquement, un domaine qui ne donne pas lieu à l'application à part dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, qui ne donne pas lieu à l'application de règles particulières. Il y a les données environnementales, il y a un certain nombre de données qui sont des données stratégiques. Moi, je préfère en général utiliser l'expression données stratégiques. Voilà. Parce que ça veut bien dire, ça veut bien dire ce que ça veut dire, et que la stratégie, elle peut être différente en plus d'une administration à l'autre, d'une entreprise à l'autre, d'une association à l'autre. Donc, ça permet de dire que les données, elles sont stratégiques et que la stratégie, elle est définie par la personne qui détient les données en réalité. Donc, ça permet de réintégrer dans l'expression, j'allais dire, une dose de subjectivité qui est nécessaire quand on veut déterminer la stratégie pour la diffusion des données en général, ou au contraire leur rétention, leur préservation. Voilà. Donc j'aurais tendance, moi, plutôt à parler de données stratégiques. Alors, quels sont les principaux obstacles ou défauts d'Etalab, de la licence Etalab pour le croisement des données, et j'imagine par rapport à CC BY? C'est ces bails. Oui. Ça peut être là où on peut trouver une petite incompatibilité, c'est sur le nom des personnes, en fait. C'est-à-dire que la licence CC BY peut parfaitement imposer que la personne physique elle-même, qui est à l'origine du jeu de données, par exemple, soit citée. Ce qui n'est pas le cas de la licence étalable, qui renvoie généralement, comme je le disais tout à l'heure, plutôt à l'administration elle-même. Ouais. Et dans la même veine, les licences Creative Commons ont-elles été homologuées maintenant? Alors, j'ai la réponse, mais Homologué, c'est-à-dire, en fait, Etalab homologue des licences pour qu'on puisse les utiliser dans le cadre de la libre réutilisation. Quand il s'agit de données publiques, les licences Creative Commons ne sont pas homologuées. Les deux licences qui sont homologuées, c'est Etalab et ODBL. Par DBL. contre, j'ai la réponse puisque en fait, je suis relais de la DINUM sur
la mise en œuvre du règlement sur les données de forte valeur. Et le règlement stipule que en fait, les données vont être publiées sous licence Creative Commons ou équivalent. On en a discuté avec l'État Lab et pour le moment, enfin avec la DINUM, et pour le moment, en fait, ces licences Creative Commons ne sont toujours pas homologuées, sauf exception, notamment la licence du CHOM. Mais elles ont vocation à l'être à terme. Je ne pense pas. Par contre, data.gouv autorise les licences Creative Commons dans la déclaration des jeux de données. Bon, il faut le savoir. C'est Ben, ça vient illustrer en fait ce que je disais au tout début de cette conférence, c'est-à-dire que l'écosystème de la recherche scientifique est un écosystème particulier qui a adopté déjà de longue date des pratiques, des usages qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les usages qui sont ceux des autres administrations, pour le dire vite. Et ça, c'est important parce qu'en effet, les licences Creative Commons sont très, très, très utilisées dans le secteur de la recherche scientifique par les chercheurs, par les personnels de la recherche. Et en particulier la licence CC BY 4.0, donc dans sa dernière version, bien sûr. Et c'est vrai que c'est pas sans poser problème, les problèmes de compatibilité qu'on évoquait à l'instant. Et puis, d'une manière générale, ce que je souhaitais, ça me permet de le dire là aussi à cet endroit-là, c'est que cette spécificité du monde de la recherche, hein, du secteur de la recherche scientifique, c'est une spécificité qui a été gommée en fait volontairement par le législateur. Hein, ça n'est pas une erreur, ça n'est pas un loupé, ça n'est pas un oubli. C'est volontairement que le législateur, notamment en France en 2015, lors de la transposition de la directive de 2013 sur les informations du secteur public. Lors de la transposition par la loi Walter en 2015 de la directive, donc, eh bien, le législateur français a décidé de faire en sorte que les établissements de recherche ne soient plus des organismes publics donc, qui seraient soumis à une exception quant à la réutilisation des données publiques, ce qui était le cas auparavant. C'est-à-dire que les établissements culturels ainsi que les établissements de recherche pouvaient se prévaloir d'une exception qui leur permettait de décider librement de la politique à adopter en matière de réutilisation des données. Et moi, je trouvais, mais ça c'est une opinion personnelle, je ne demande pas à ce qu'on la partage, hein, ça n'est pas une règle, bien sûr, mais je trouvais judicieux de laisser la possibilité aux établissements de déterminer leur politique en matière de sciences ouvertes ou de diffusion des données de la recherche. Aujourd'hui, le fait d'avoir supprimé cette exception, eh bien, malheureusement, fait il peut y avoir, alors là, pour le coup, maintenant, des incompatibilités entre les règles applicables au titre du CRPA et puis les règles, les usages qui sont ceux des chercheurs et qui sont des usages qui sont liés aussi à des contraintes qui sont les leurs, c'est-à-dire la contrainte de citer les auteurs, par exemple. C'est très important pour les chercheurs en tant qu'individus de pouvoir être cités, qu'il s'agisse d'un article, mais aussi d'un jeu de données ou de plusieurs jeux de données. Il y a des réflexions aussi aujourd'hui au plan international depuis quelques années, notamment d'un organisme Codata auquel je participe, euh, qui est une organisation non gouvernementale qui vraiment réfléchit beaucoup sur les conditions de la science ouverte et qui promeut l'idée que les chercheurs doivent être cités en tant qu'individus parce que ça participe de leur évaluation, ça participe de leur recherche, ça participe aussi de l'intégrité scientifique. Il ne faut pas oublier qu'un chercheur, il est aussi jugé sur sa capacité à produire de la recherche intègre et depuis longtemps. Donc, si tant est que l'on veuille s'assurer que les recherches sont intègres, encore faut-il pouvoir s'appuyer sur un nom ou sur plusieurs noms. Donc, c'est vrai que cet écosystème particulier de la recherche, eh bien, moi, je trouve, n'a pas été pris malheureusement en considération par le législateur. Mais voilà, c'est une politique qui est celle-ci, hein, qui est une politique très forte d'ouverture des données publiques en général. Et Cécile fait remonter que la question de ces données de recherche ne se fait pas qu'en France, effectivement, et pour les programmes internationaux, c'est CCBY qui est choisi. C'est aussi un point que l'IFREMER avait fait remonter à la mission Botorel, pardon, en 2020. C'est-à-dire que sur les programmes internationaux, ils étaient obligés d'utiliser CCBY 4.0. Et dernière question, parce que là, il faut enchaîner. Est-il possible d'utiliser la licence CC0 en France? Merci.
J'y ai, je pense, un petit peu répondu à travers la dernières observations que j'ai pu faire parce que on a le droit, en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interdiction. Néanmoins, encore une fois, ça ne correspond pas à la philosophie, enfin, à la philosophie, non, ça ne correspond pas aux pratiques qui sont les pratiques nécessaires en matière de recherche scientifique. C'est-à-dire qu'encore une fois, on a cette exigence qui consiste à devoir citer les personnes dans leur production scientifique, en fait. Voilà, donc je terminerai par cette réponse-là. Pour poursuivre sur les trois dernières réponses, l'objectif de l'accès libre aux données de la recherche publique donc, est inscrit dans la loi européenne, est inscrit dans la loi française. Donc aujourd'hui, c'est effectivement inscrit dans la loi européenne et dans la loi française à travers plusieurs dispositions. La législation sur l'ouverture des données de la recherche, en fait, eh bien, elle est le résultat d'un certain nombre de textes différents. D'abord, au plan européen, il s'agit de la directive de 2019 sur l'utilisation la réutilisation pardon, des données ouvertes ou des données, des informations du secteur public. Le règlement d'exécution qui porte sur les données de forte valeur que tu évoquais, Olivier, à l'instant, donc le règlement d'exécution est très important aussi qui prolonge la directive de 2019. On a également une communication de 2012 qui déjà affirmait le principe de l'ouverture des données de la recherche. Donc on voit que c'est un principe qui date déjà un petit peu, qui a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant. Et puis, on aura bientôt une législation, également, sur le règlement européen sur l'espace européen des données de santé, proposition de règlement qui date de 2022 et qui devrait aboutir à l'adoption de et à l'organisation surtout de cet espace européen des données de santé, qui est donc, en fait, ce règlement, c'est le premier règlement sectoriel, en fait, dans le domaine de la gouvernance des données en général. Et puis en France, et donc qui va concerner, pardon, je voulais le dire, et qui concernera aussi évidemment les données de la recherche. C'est pour ça que je le présente à cet endroit-là. Et puis en France, il y a évidemment la loi, alors la première loi qui a en fait posé le principe de l'ouverture ou de la mise à disposition des données scientifiques, des données de la recherche, c'est la loi Fioraso de 2013, la loi sur de programmation pour la recherche. Donc, c'est les premières dispositions en France qui euh, euh, donnent aux chercheurs la mission, aux chercheurs, mais à travers eux surtout aux établissements et à la politique de recherche nationale, la mission de mettre à disposition les données dans des formats ouverts. Et puis, ensuite, il y a les lois, la loi de 2015 qui transpose la directive de 2013 en France que j'évoquais tout à l'heure, et puis évidemment la loi du 7 octobre 2016, la loi pour une république numérique qui contient de nombreuses dispositions, comme on l'a vu en matière de droit des données de la recherche, enfin nombreuses, au moins l'article 533.4 aujourd'hui, qui est un article important. Alors, la loi Fioraso de 2013, en fait, eh bien, elle a ajouté des missions et des objectifs à la recherche publique qu'on retrouve aujourd'hui à l'article L112-1 du Code de la recherche. Et parmi les missions qu'elle a ajoutées, il y a, il y a le petit e. Alors, ce n'est pas la seule chose qu'elle a ajoutée, mais il y a entre autres le petit e qui nous intéresse, c'est-à-dire l'organisation de l'accès libre aux données scientifiques. Voilà, c'est un objectif très important. C'est un objectif. Aujourd'hui, il s'agit également d'une mission pour les chercheurs, mais il ne s'agit pas d'une obligation au sens où on l'entend dans le droit des contrats, par exemple. Voilà. C'est un objectif à poursuivre, c'est une mission aujourd'hui dont s'est dotée la recherche publique française, mais aussi européenne, bien sûr. Donc, généralement, les chercheurs sont très, très, très incités à organiser l'accès libre aux données de la recherche, mais encore une fois, vous le voyez, c'est sous forme c'est une formulation évidemment très générale. J'en profite pour dire que la loi Fioraso avait également ajouté le CBIS, qui consiste à encourager le développement d'une capacité d'expertise d'appui aux associations et fondations reconnues d'utilité publique. Et puis, elle avait ajouté aussi un petit bout de phrase du petit b sur la valorisation, mais je passerai là-dessus. Voilà, c'est une loi importante, la loi 2013 pour la programmation de la recherche en 2013, justement, en matière
d'ouverture des données de la recherche. Question numéro 8 maintenant, les données de la recherche sont-elles des données publiques? Alors, à cette question, vous avez répondu majoritairement peut-être, me semble-t-il, dans mon souvenir, et c'est une réponse juste parce qu'en effet, pour qu'une donnée de la recherche soit une donnée considérée comme une donnée publique, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une donnée publique? En fait, ça n'a pas grand sens, c'est une donnée qui surtout sera une donnée contenue dans un document administratif, puisque c'est la notion de document administratif qui est au cœur du dispositif sur les données publiques, hein, au cœur du code des relations entre le public et l'administration. Donc c'est surtout une donnée contenue dans un document administratif. Donc en fait, les conditions auxquelles les données de la recherche pourront être qualifiées de données publiques, eh bien, c'est les conditions qui sont énoncées par le code des relations entre le public et l'administration. C'est-à-dire, on va étudier à chaque fois de savoir s'il s'agit d'un document administratif, si tel document est un document administratif, conformément à la définition qui en est donnée par l'article L de mémoire 300-2, je crois, du CRPA, et qui est une définition d'ailleurs au demeurant très large hein, de la notion de document administratif. Cette définition eh bien, devra être vérifiée pour l'ensemble des données de la recherche concernées à chaque fois. Donc ça veut dire qu'en fait, eh bien, l'application du CRPA aux données de la recherche devra être entérinée, ou en tout cas faite, réalisée dès lors qu'on est en présence de données publiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà. Il faut vérifier à chaque fois la réalisation des conditions posées par le CRPA. Donc, sachant que les dispositions sur les données publiques, elles sont nombreuses également, j'en ai cité déjà tout à l'heure, hein. Ce sont les dispositions relatives, enfin, qui sont issues des directives européennes, mais aussi des textes français. Donc voilà, je ne vais pas y revenir, hein, mais il y a tout un arsenal législatif ici intéressant qui pose plusieurs principes. Je vais passer rapidement parce qu'on n'en aura pas le temps, mais le principe pour la diffusion. Donc on voit que les données qui sont mises à jour régulièrement et présentent un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental doivent être diffusées maintenant en vertu du CRPA, bien sûr, à certaines conditions, hein, qui sont des conditions posées par la loi également, mais tout ça vous connaissez, je pense, et dans des limites qui sont les limites posées par le CRPA toujours. Hein. Les secrets en font partie de ces limites, les droits de propriété littéraire artistique également. Et puis, le code de relations entre le public et l'administration également oblige les administrations à permettre la réutilisation des informations contenues dans les documents administratifs, donc les informations publiques, sachant que ce principe concerne également les informations publiques en matière d'environnement, en matière de santé, par ailleurs, et que certaines conditions doivent là aussi être respectées pour la mise à disposition de ces données, et que là aussi des limites peuvent être assignées au principe, enfin sont assignées au principe de réutilisation, qui sont des principes, des limites, pardon, énoncées là encore par le CRPA. Donc en fait, toutes ces règles-là, qu'il s'agisse des règles qui prévoient les principes, les conditions et les limites, sont des règles qui potentiellement trouveront à s'appliquer aussi aux données de la recherche, bien sûr. Et enfin, question numéro 9, existe-t-il une définition donc, légale des données de la recherche? La réponse est oui. La réponse est oui. C'est la directive de 2019 qui fournit cette définition pour la première fois, en fait, hein, dans l'arsenal législatif, et qui prévoit que les données de la recherche, les données de recherche sont des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche. Cette définition ressemble un petit peu à celle qui avait été proposée par l'OCDE à l'époque, en 2007. Elle n'est pas tout à fait identique, hein, mais là où elles se rejoignent toutes deux, c'est qu'elles estiment que les données de la recherche sont les données. Donc ça restreint le champ, à mon avis, de la définition, mais ça s'explique pour tout un tas de raisons. Mais la définition est un petit peu plus restreinte parce que les données de la recherche, ce sont les données qui sont recueillies et produites au cours d'activités de recherche scientifique et utilisées comme éléments probants dans le processus de recherche.
c'est-à-dire les données qui vont permettre de vérifier, d'administrer la preuve scientifique, en fait, hein, c'est-à-dire de vérifier le sérieux et le caractère fiable des résultats scientifiques. Donc, ça veut dire que cette définition, elle est très finalisée, ce qui est tout à fait logique pour une définition, surtout pour les définitions européennes, hein. C'est assez classique. Elle est finalisée au sens où elle remplit une fonction. Et cette fonction, c'est l'application de la directive de 2019, en l'occurrence. Pour ma part, mais de manière plus générale, je pense que les données de la recherche, ce sont toutes les données euh, utilisées et produites par les chercheurs dans le cadre d'une activité scientifique en réalité. Voilà. Mais pour l'application de la directive de 2019, en tout cas, c'est cette définition qui évidemment prévaut. Voilà, je n'aurai pas le temps, je pense, de euh, dire tout ce que je souhaitais dire par ailleurs, qui sont des éléments un peu plus approfondis sur ces questions-là, mais simplement très rapidement dire que l'ensemble de ces règles conditionne évidemment l'utilisation que l'on peut faire des données par les chercheurs, selon que le chercheur en plus est utilisateur des données ou selon qu'il est producteur. Évidemment, les règles qui s'appliquent sont exactement les mêmes, c'est-à-dire que ça n'a pas le fait qu'il soit utilisateur de données ou producteur de données a très peu d'incidence. Il y en a sur la protection des données à caractère personnel, il y a des incidences, mais sinon, les règles qui s'appliquent sont à peu près les mêmes selon que les données sont confidentielles, privées, personnelles, publiques, communes ou qu'elles sont tombées dans le domaine public et que du coup, eh bien, lorsque le chercheur qui est producteur de données veut valoriser, diffuser, partager, réutiliser, il doit tenir compte, bien sûr, des règles qui s'appliquent en amont lorsqu'il s'est ingénié à collecter les données qu'il a souhaité collecter. Ça veut dire que l'ensemble de ces règles, eh bien, finalement, et la politique de sciences ouvertes d'une manière générale, impacte la production scientifique, impacte la rédaction des contrats, bien sûr, comme je l'ai déjà dit hein, au cours de ces développements, et puis impacte également la gestion des publications. Mais ça, c'est encore une autre question bien vaste sur la question de l'édition scientifique, des articles scientifiques. Tout ceci mérite donc d'être repensé et la finalité de la réutilisation des données de la recherche impose donc de réfléchir à nouveau sur l'application des règles. Voilà la raison pour laquelle il y a lieu de croiser les différents dispositifs légaux au plan national comme au plan européen. Euh, voilà, là j'ai fait une petite recension un petit peu plus complète, parce que là ce sont les textes généraux, les textes sectoriels qui peuvent concerner également les données de la recherche scientifique. Avec des textes un petit peu plus spécifiques à la recherche scientifique, que sont les règlements Horizon 2020 et puis aujourd'hui le règlement Horizon Europe, avec les modèles contractuels AMGA qui y sont associés. Voilà, et qui détermine, conditionne la délivrance de budgets européens pour financer certains projets de recherche européens, qui conditionne l'allocation de ces budgets donc au respect d'un certain nombre de principes. Et parmi les principes, il y a évidemment le principe de science ouverte. Voilà, avec des enjeux, bien sûr, de gouvernance des données, question sur laquelle je publie régulièrement et sur laquelle je vais continuer à travailler dans mes recherches, bien sûr, universitaires. Aujourd'hui, j'initie un nouveau projet, toujours dans le sillage de Common Data et toujours dans le cadre du programme Common Data, un projet particulier sur la question de la gestion des données de la recherche dans les sciences participatives. Voilà, histoire de complexifier un petit peu le tout. Nous avons aujourd'hui une belle question qui se pose dans ce domaine-là. On est en train de fédérer une équipe actuellement interdisciplinaire toujours pour tenter d'y répondre. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors, nous avons une seule question. Qu'est-ce que le Bien. Data Act va changer sur la question des données de la recherche? Euh, c'est une chose que je vais devoir analyser dans une de mes prochaines publications.
Donc, je fais faire un joker parce que ça fait partie des choses, comme le Data Act vient d'être adopté dans sa version définitive, donc par définition, je vais devoir m'y atteler dans une publication qui sera une publication dans dans les cahiers droit, sciences et technologies, puisque j'y tiens une chronique annuelle dans laquelle j'étudie l'ensemble de ces questions-là. Donc, je vous propose de reporter la réponse à un peu plus tard, voilà, si vous êtes d'accord. D'accord, bah écoute, un grand merci.